Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue dans le Grand News. Voici les grands titres que nous allons développer en ce samedi soir. Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants malgré un fort désir de parentalité? La natalité continue de baisser, un phénomène complexe entre crise économique, inquiétude sociétale et choix de vie. Nous ferons le point dans un instant dans le Grand News. Des tensions internationales ont éclaté, ce qui résonne désormais jusque dans les mairies de France, des jumelages dénoncés, des drapeaux contestés. Quand la guerre au Proche-Orient divise jusqu'aux conseils municipaux, nous verrons dans le reportage sur une crispation politique et aux répercussions locales. Coupe massive dans l'aide humanitaire, diplomatie fragilisée, retrait des soutiens traditionnels tels que le continent africain qui a payé le prix fort pour l'administration sous Trump, une rupture brutale avec des décennies de coopération. Que signifie l'éventuel désengagement stratégique aux lourdes conséquences? Nous ferons le point dans le Grand News. Des chercheurs français découvrent que les perruches, ces oiseaux qui partagent avec nous des mécanismes cérébraux complexes pour reproduire des sons, un modèle prometteur pour mieux comprendre les troubles de l'élocution. Explication dans une page spéciale consacrée donc à la science. Et puis en fin de journal, frappe américaine sur l'Iran. Que s'est-il réellement passé dimanche dernier? Des missiles tirés tout droit des États-Unis en soutien à Israël. Un raid qui relance les tensions au Moyen-Orient. Ce soir, dans l'enquête du Grand News, documents exceptionnels, réactions et zones d'ombre autour d'une opération militaire controversée. Ce sera donc l'enquête du Grand News ce soir. Les Français veulent encore devenir parents, mais les chiffres racontent une autre réalité. La natalité est en net recul et ce, malgré un fort désir de parentalité exprimé par une large majorité des moins de 35 ans. Alors, qu'est-ce qui freine les projets d'enfants aujourd'hui? Poids de l'inflation, précarité, manque de soutien. Notre reportage tente de comprendre les causes profondes de cette baisse historique des naissances. Regardez. Chaque année, ils sont de moins en moins nombreux. En 2024, un peu plus de 678 000 bébés sont nés en France. Un chiffre en baisse constante, bien loin du cap symbolique des 800 000 naissances franchies régulièrement jusqu'au début des années 2010. Pourtant, 70% des Français de moins de 35 ans disent vouloir des enfants un jour. Mais entre envie et réalité, le fossé se creuse. J'aimerais être mère, mais je ne me sens pas du tout en sécurité financièrement. Avec un CDD, un loyer qui augmente, c'est impossible de me projeter, nous raconte Julie, 29 ans. Inflation, précarité, difficulté à se loger, les raisons sont multiples. Selon l'INSEE, le contexte économique joue un rôle majeur dans le recul des naissances. Un phénomène observé dans toute l'Europe. Mais en France, pays historiquement attaché à la famille, ce recul interroge. Antoine, 34 ans, nous raconte on nous dit qu'il faut tout avoir avant d'avoir un enfant, CDI, logement, stabilité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus accessible à tout le monde. Certains experts évoquent également un changement plus profond. Le rapport au temps, à l'engagement, au monde que l'on laisse à la future génération. L'incertitude écologique, les tensions sociales, et même la charge mentale, sont devenus des facteurs décisifs. Face à cette tendance lourde, les pouvoirs publics réfléchissent à de nouvelles politiques pour relancer la natalité. Mais pour beaucoup, faire un enfant reste avant tout un projet profondément intime, et aujourd'hui, trop souvent repoussé. Le conflit entre Israël et Gaza dépasse aujourd'hui les frontières du Proche-Orient. En pleine campagne des municipales, plusieurs communes françaises se retrouvent sous tension, jumelage contesté, pression politique, manifestation. C'est le débat sur la position des villes face à ce conflit international qui devient un enjeu local. Notre équipe a enquêté pour vous. Regardez. À Marseille, comme dans d'autres villes de France, le conflit israélo-palestinien prend une tournure locale. Ces derniers mois, plusieurs municipalités sont au cœur d'une controverse. Des élus demandent la fin de jumelage avec des villes israéliennes ou la suspension de partenariats avec des villes de Gaza. À l'origine de cette tension, une prise de position de la France insoumise, relayée par d'autres partis à gauche. Ils appellent les mairies à se désolidariser d'Israël, à retirer les drapeaux israéliens des façades officielles et à afficher un soutien clair à la cause palestinienne.
Ce conflit international ne devrait pas diviser nos conseils municipaux, mais aujourd'hui il est instrumentalisé à des fins électorales. Strasbourg fait partie des villes les plus scrutées. Le jumelage avec le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda, en Cisjordanie, est ouvertement soutenu par la municipalité. Mais il fait l'objet de vives critiques de la part de certains opposants. Une majorité de Strasbourgeois soutient les efforts de la maire en faveur des droits humains. À quelques mois des élections, le sujet devient explosif. Les jumelages, censés promouvoir l'amitié entre les peuples, sont aujourd'hui au centre de batailles idéologiques. Chaque conseil municipal est souverain dans ces jumelages, mais nous devons veiller à ne pas importer des conflits extérieurs dans nos communes. Pour certains habitants, ce débat semble éloigné de leurs préoccupations du quotidien. Mais pour d'autres, il révèle une fracture plus profonde dans la société française. Alors que la campagne des municipales s'intensifie, la géopolitique s'invite désormais sur les bancs des conseils municipaux. Et derrière chaque drapeau hissé, ou retiré, se joue bien plus qu'un simple symbole. Le président américain Donald Trump a profondément modifié les priorités diplomatiques des États-Unis et de l'Afrique. On a fait les frais d'ailleurs, coupe des aides humanitaires, désengagement des programmes de santé, fin de certains partenariats. Le continent africain, déjà fragilisé, a été l'un des plus grands oubliés et des grandes cibles de sa politique étrangère. Notre équipe revient sur cette rupture stratégique et ses conséquences. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Donald Trump a fait souffler un vent glacial sur la diplomatie américaine, et l'Afrique a été en première ligne. Opérer un virage brutal, réduction drastique des budgets humanitaires, retrait de plusieurs programmes de coopération, fin d'initiatives sanitaires pourtant vitales. L'Afrique a été frappée parce qu'elle représente plusieurs thèmes clés de Trump, immigration, aide étrangère, insécurité. Il a appliqué sa ligne dure. L'un des programmes les plus affectés, PEPFAR, un plan mondial contre le sida lancé par George W. Bush. Sous Trump, son budget a été gelé, puis réduit. Résultat, des ruptures de soins pour des millions de patients dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. On avait du matériel, des traitements, des vaccins. Aujourd'hui, on manque de tout. Les patients reviennent malades et sans suivi. Le continent africain a également perdu l'appui de programmes alimentaires d'urgence. Le département d'État américain a supprimé des aides cruciales dans les zones de conflit comme le Sahel, l'Éthiopie ou le Nigeria. Au-delà des chiffres, c'est un symbole qui s'est effondré. L'Amérique n'est plus perçue comme un partenaire stable et engagé. Elle a laissé le champ libre à d'autres puissances, notamment la Chine et la Russie, qui ont renforcé leur influence. Peu de visites, peu d'initiatives diplomatiques majeures, et une rhétorique parfois brutale. Lors d'une réunion en 2018, Donald Trump aurait qualifié certains pays africains de « trouara », suscitant une onde de choc planétaire. C'est un désengagement assumé. Trump ne voyait aucun intérêt stratégique à entretenir des relations solides avec l'Afrique. L'Afrique a survécu à la présidence Trump, mais les plaies sont profondes. Et à l'heure où les défis climatiques, sanitaires et géopolitiques se multiplient, le continent n'a jamais eu autant besoin de partenaires solides et fidèles. Et si les perruches détenaient une partie du secret de notre langage, c'est la piste étonnante explorée par des chercheurs français. Ces oiseaux capables de vocalisation complexe utiliseraient finalement des mécanismes cérébraux proches de ceux des humains pour reproduire des sons, une découverte étonnante qui pourrait faire progresser la recherche sur certains troubles du langage. Explication dans ce reportage tout de suite avec nos experts. Elles sont petites, colorées et bavardes. Les perruches ne se contentent pas de répéter des sons au hasard. Elles apprennent, mémorisent et adaptent leur langage vocal selon leur environnement. Une capacité qui intrigue les neuroscientifiques depuis des années. Et aujourd'hui, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communication éclaire ce mystère. Les chercheurs de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay ont observé que les perruches activent des zones spécifiques de leur cerveau, proches de celles utilisées par l'être humain pour parler. Comprendre ces mécanismes chez la perruche peut nous aider à mieux cerner certains troubles de l'élocution chez l'homme et à envisager de nouvelles pistes thérapeutiques. Les expériences montrent que,
comme chez l'homme, une région cérébrale dédiée contrôle la production des sons. Chez l'humain, c'est le cortex préfrontal et le larynx. Chez la perruche, c'est l'arcopallium antérieur, relié au tronc cérébral, qui joue un rôle semblable. Cela permet à ces oiseaux de produire des sons modulés, structurés, presque codés. Un système vocal apprenant, qui ressemble au mécanisme du langage humain, en plus simple. Ce que l'on pensait réservé aux primates supérieurs est finalement partagé avec certaines espèces d'oiseaux. C'est un bouleversement scientifique, raconte un chercheur en laboratoire. Les implications sont réelles, en étudiant la manière dont les perruches produisent et structurent leurs sons. Les chercheurs espèrent mieux comprendre certaines pathologies humaines, comme les troubles de l'élocution, l'autisme ou encore l'aphasie. Inattendu mais prometteur. Le cerveau de ces oiseaux pourrait ouvrir de nouvelles voies vers la compréhension de notre propre parole. Dimanche dernier, le président américain Donald Trump a ordonné une frappe ciblée sur des installations iraniennes. Les missiles ont été tirés depuis la Méditerranée en réponse à une attaque visant Israël. Une décision qui ravive les tensions régionales et soulève de nouvelles questions sur la légalité de l'opération, les cibles visées et les risques d'escalade. Ce soir, l'enquête du Grand News revient en détail sur cette frappe américaine. Réaction, images d'archives et coulisses d'une offensive qui pourrait faire basculer la région. Dimanche 22 juin 2025, 3h17 du matin, heure de Téhéran. Plusieurs missiles de croisière Tomahawk sont tirés depuis un destroyer américain positionné au large. Objectif, des infrastructures militaires stratégiques en Iran. Selon Washington, cette frappe serait une réponse à une attaque iranienne présumée contre une base israélienne en Galilée, quelques heures plus tôt. Un acte de représailles, mais aussi un signal politique. L'administration américaine veut montrer qu'elle reste l'allié indéfectible d'Israël. Mais en frappant ainsi l'Iran, elle prend le risque d'une escalade régionale. Le président américain a assumé publiquement cette décision, évoquant une riposte proportionnée. Mais les conséquences pourraient être lourdes. Car en ciblant des sites militaires actifs, les États-Unis auraient fait plusieurs victimes parmi les gardiens de la révolution. À Téhéran, le gouvernement dénonce une agression grave. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes. La riposte pourrait être militaire, mais aussi cyber ou diplomatique. L'Iran dispose de capacités de réponse, y compris contre les bases américaines présentes dans la région du Golfe. Le risque d'engrenage est réel. L'ONU appelle à la retenue, tandis que Paris et Berlin réclament une désescalade immédiate. Mais les tensions restent vives. La Méditerranée orientale est désormais sous surveillance accrue. Et plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol au-dessus de l'Iran. Entre représailles, stratégie et démonstration de force. Cette frappe relance une question centrale. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau conflit ouvert au Moyen-Orient? Une affaire à suivre de très près dans l'enquête du Grand News. Avant de refermer ce journal, un mot important, puisque jeudi soir, Anne-Sophie Lapix qui présentait son dernier 20h, c'était sur France 2, après 8 années à la tête de ce rendez-vous emblématique de l'info, elle a tiré sa révérence avec émotion, élégance et une immense gratitude envers ses équipes et les téléspectateurs. Au fil des années, elle a su imposer son style rigoureux, discret, direct et humain direct. Dans une actualité parfois tourmentée, elle aura incarné le sérieux du service public avec cette capacité rare à allier exigence journalistique et proximité avec le public, de grands reportages, des éditions spéciales, des interviews politiques exigeantes et surtout cette constance dans la clarté et la transmission. C'est toute une page du journal de 20h de France 2 qui se tourne. Anne-Sophie Lapix, nous adressons ce soir un immense merci et tout notre respect pour ces belles années d'engagement au service de l'info. Écoutez un extrait de ces adieux, de ces au revoir plutôt aux téléspectateurs sur France 2. Regardez. Et voilà, c'est fini. C'était mon dernier 20h. Alors, je souhaite bonne chance à Léa Salamé qui présentera ce journal à la rentrée et qui est à la fois très talentueuse, très forte et très chaleureuse. C'est pour moi le moment de dire merci. Merci aux équipes du 20h, à Agnès Molinier, ma première rédactrice en chef, si ouverte, si humaine. Aussi, c'est essentiel de s'offrir des moments de légèreté, de faire des choses très sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je remercie cette rédaction si fière de porter les couleurs
couleurs du service public, reporters, JRI, monteurs, chefs de service et adjoints, nous avons tous une immense ambition pour le 20h et une grande estime pour vous, téléspectateurs. Nous essayons de vous donner les moyens de mieux comprendre le monde, d'être des citoyens informés, éclairés. Merci enfin à ma famille, à mon mari, à mes enfants au sens large, ça fait 5, à ma maman qui m'a toujours dit de faire ce que j'aimais et m'a porté par sa confiance. Merci. Et puis elle rebondira sur le groupe M6 dès la rentrée de septembre et sur la radio RTL. Une dernière information météo pour vous parler de ces 73 départements qui sont en alerte. C'est l'annonce faite ce samedi après-midi par Météo France. Une vigilance orange qui concerne désormais une large partie sud du pays et une partie de l'est. Contre 53 départements initialement annoncés dans les détails sont concernés l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, mais aussi une grande partie du sud-ouest du centre Val-de-Loire jusqu'aux Pyrénées. En région PACA, seules les Hautes-Alpes échappent à l'alerte. Même chose pour la Haute-Corse, placé en vigilance orange. Le Grand Est est lui partiellement touché, notamment le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Météo France appelle à la plus grande prudence et vigilance, notamment face à des risques d'orages violents, de vents forts et de fortes pluies attendues dans les prochaines heures. Et sur ces mots météorologiques que nous refermons cette édition, naturellement, sans transition, je vous souhaite une très belle soirée. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité encore. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi. D'ici là, passez un très bon week-end, un très bel été et merci de votre fidélité.